Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Les déneigeurs étaient fort occupés sur la Haute-Côte-Nord pour cette première tempête en ce début de décembre avec plus ou moins 30 cm de neige et des rafales de plus de 80 km/h par endroit. Les déplacements se sont faits au ralenti et aucune sortie de route importante n'a été rapportée. Les représentants du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et de la Société des établissements de plein air du Québec, Jean-François Beaulieu, Geneviève Brunet et Sylviane Marchand ont convié la population à une soirée pour divulguer les grands changements prévus dans le dossier du parc des Dunes de Tadoussac. En premier lieu, le concept du camping sera revu dans son entièreté en limitant le nombre de places à 75 et la zone van life pour les campeurs motorisés sera catapultée hors des plans. En ce qui concerne la cueillette de mie à la caille à Edgar, l'équipe de la CEPAC est ouverte à suivre les recommandations du BAP en émettant des autorisations spéciales pour la circulation des véhicules hors route sur un sentier désigné pour la période annuelle de la cueillette à la population. L'équipe de la CEPAC qui va gérer le parc a annoncé qu'elle fera affaire avec la municipalité de Tadoussac pour mettre en place des activités hivernales, période pendant laquelle le parc sera fermé. L'enjeu de la gratuité pour les citoyens du secteur BEST, Bergeronne, les Escoumins et Sacré-Cœur, est toujours en cours d'analyse, a spécifié Geneviève Brunet, tout en spécifiant qu'elle s'appliquera aux enfants qui fréquenteront le parc. Finalement, parmi les changements majeurs, on y trouve la permission des chiens en laisse partout sur le territoire du parc, comme l'avait suggéré le BAP. Je dirais que c'est pas mal ce qu'on a fait déjà, a mentionné Sylvie-Anne Marchand, tout en spécifiant que l'intention de permettre les chiens en laisse ne s'appliquerait pas sur les chemins qui mèneraient à la plage, mais partout ailleurs dans le parc. Du côté des critiques constructives, certains citoyens ont questionné le bien fondé du réaménagement de la nouvelle route de la gestion du trafic sur le chemin du Moulin à Baude, qui sera un chemin de gravelle jusqu'à sa modernisation par le ministère des Transports de la Mobilité durable en 2031. Jean-François Beaulieu a indiqué que c'était une question de quiétude et d'observation du paysage, ainsi que l'ajout d'une piste cyclable et d'accès au camping. Il dit qu'il faut laisser le temps au parc de vivre et qu'ils seront en contact avec la table d'harmonisation et les groupes citoyens pour apporter des changements dans le futur. Une citoyenne a souligné le fait que la création de terrains de camping avait été fortement critiquée lors des audiences du printemps-été 2024. Le camping va être une valeur ajoutée. Il va y avoir une étude sur les impacts positifs et négatifs du parc et après 3 ans, il y aura une autre étude sur l'offre de l'hébergement pour déterminer qu'est-ce qui sera à ajouter ou à enlever, a expliqué Jean-François Beaulieu. Pour la suite, bien consciente que l'acceptation sociale ne sera jamais totale, Geneviève Brunet a indiqué que l'objectif des démarches et de leur suite était d'aller chercher la plus grande adhésion sociale possible. À l'automne 2025, l'heure sera aux demandes de budget et la création officielle sera pour le printemps 2026. L'équipe du MEL-CCFP et de la CEPAC a fait savoir que l'eau aura le temps de couler sous le pont, avant que la population puisse parvenir au parc et profiter de tous ses services. En 2026, la création sera strictement administrative. Il faut faire des plans, des devis, et etc. Ça ne va pas débouler comme ça en 2026 et ça va prendre du temps, a expliqué Sylviane Marchand. La MRC de la Haute-Côte-Nord constate un véritable engouement pour le développement de la villégiature sur son territoire. À la suite de l'inscription de plus de 1200 personnes qui proviennent de partout au Québec, une attribution de 10 nouveaux baux de villégiature sur les terres du domaine de l'État a été faite suite au tirage au sort effectué par la CEPAC. Les 10 terrains offerts en location par bail ont une superficie de 4000 m² chacun. Ils sont situés sur le bord de la rivière Portneuf, sur la ZEC de Forestville et sur le territoire non organisé, Lac-au-Brochet. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord lance officiellement Parole Onco dans la région. Parole Onco est un programme qui permet à toute personne touchée par le cancer et qui reçoit des traitements d'être accompagnée tout au long de sa trajectoire par une autre personne ayant vécu un parcours similaire.
C'est très rassurant pour un usager d'être accompagné par une personne ayant déjà vécu l'expérience de la maladie. Ça facilite un parcours qui est d'emblée difficile. Un des objectifs également est que la personne devienne elle aussi un partenaire de ses propres soins et qu'elle fasse les choix les plus éclairés possibles, mentionne la responsable du projet sur la Côte-Nord, Hélène Kaufmann. Le terme parole onco provient de patient accompagnateur, une ressource organisationnelle comme levier pour une expérience patient améliorée. Vous voulez vous joindre au programme? Il y a présentement 3 patientes accompagnatrices formées et prêtes à accompagner des nouveaux patients dans la région. Les patientes accompagnatrices reçoivent une formation spécifique pour les préparer à leur rôle d'accompagnement. Vous souhaitez faire une demande pour un accompagnement ou vous êtes intéressé à devenir patient, patiente, accompagnateur, accompagnatrice? Faites une demande par téléphone au 418-589-3701 au poste 25 20 82 ou sinon par courriel à l'adresse au bas de l'écran. Dans le cadre du gala La Grande Fête agricole et forestière en marge du 100e Congrès général de l'Union des producteurs agricoles, les productrices et les producteurs du Québec et leurs 12 fédérations régionales, dont la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord, ont remporté le prix Solidarité Jean-Paul Raymond pour la vague de manifestations qui ont eu lieu aux 4 coins de la province au printemps 2024. Ce prix met à l'honneur l'engagement syndical ou des actions de mobilisation et de concertation menées par les groupes d'agricultrices et d'agriculteurs ou de productrices et producteurs forestiers. Notre fédération fut l'instigatrice de ce grand mouvement provincial, un mouvement qui a touché l'ensemble des régions du Québec et nous pouvons en être fiers. Nous sommes honorés de recevoir ce prix et je tiens sincèrement à le partager avec toutes les productrices et tous les producteurs agricoles qui se sont mobilisés au printemps dernier. Ensemble, nous avons illustré à quel point l'UPA est toujours aussi solidaire et pertinente 100 ans après sa création. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement et nous attendons impatiemment les programmes adaptés à nos régions périphériques, a stipulé le président de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord, M. Yves Laurencel. Un véritable cri du cœur de l'ensemble du milieu agricole a été adressé au gouvernement au printemps 2024. Plus de 4 500 productrices et producteurs à bout de souffle et 2 500 tracteurs ont déferlé sur les territoires des 12 fédérations régionales de l'UPA dans une série précédente de 17 manifestations. Leur revendication était claire: réclamer un soutien financier et une reconnaissance du secteur agricole de la part du gouvernement après une année marquée par une situation économique critique, des conditions météorologiques désastreuses et un gouvernement apathique face à la détresse des producteurs. La Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Québec s'associent au programme BOLO pour dévoiler la plus récente version du top 25 des fugitifs les plus recherchés au Canada. 2 des hommes qui sont considérés comme des figures centrales du conflit sur les redevances au Québec trônent désormais au sommet de la liste établie par le programme BOLO. Mercredi, lors d'une conférence de presse tenue au Grand Quartier général de la Sûreté du Québec, Dave Pic Turmel, qui serait à la tête de la Blood Family Mafia, ou BFM, a été identifié comme le nouveau suspect numéro 1 de BOLO. Turmel est recherché par le SPVQ pour trafic de stupéfiants, complot et agression armée. Une récompense pouvant aller jusqu'à 250 000 $ est offerte jusqu'au 3 juin 2025 pour toute information menant à son arrestation. Dave Turmel et le BFM sont prêts à tout pour prendre le contrôle du trafic de drogue, non seulement à Québec, mais dans tout l'est de la province, explique le directeur du SPVQ, Denis Turcotte. Une récompense identique a été renouvelée pour le trafiquant de drogue présumé Hall Boivin, qui demeure le suspect numéro 2 du top 25 de BOLO. Boivin est recherché par la Sûreté du Québec. À cet effet, Joanne Beausoleil, directrice générale de la SQ, rappelle que cette mise à jour du top 25 de programme BOLO survient à un moment important pour les organisations policières québécoises puisqu'elle met l'accent sur 2 individus qui ont été au cœur des récents événements de violence au Québec, soit Dave Turmel et Hall Boivin. Les violences engendrées par ces conflits et les auteurs de celles-ci ne sont pas tolérées au Québec. Nos récompenses sont offertes pour toute information menant à l'arrestation des suspects visés. La programmation du Centre des arts pour 2025 est enfin dévoilée. Des artistes de tout genre nous sont proposés encore cette année.
autant en chanson country avec Matt Lang, spectacle d'humour avec Rosalie Vaillancourt ou Marthe Laverdière, en musique avec Tina Léon ou dans l'art du cirque avec Barca. Les ventes des billets débutent ce lundi 9 décembre, midi. Donc, l'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve bientôt pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.